faut payer la nourriture, il faut payer la chambre meublée, il faut payer les loyers, il faut payer les impôts comme tout le monde. Et vous mettiez de l'argent de côté? Ah bah, obligé. Pour apprendre le français? Oui, oui, on n'a pas de choix. Parce que quand on va nos médecins, ils vous donnent la feuille, il faut le remplir. On ne sait pas remplir. Ah oui. Quand on va aller au bureau, trouver le travail, il faut remplir les papiers, on ne sait pas écrire. Vous savez, quand je me suis rentré de l'Algérie, je ne sais pas compter plus de 60. J'arrive à 60. Après 70, 75, 95, 90, pour moi, c'est pareil. Certains harkis, les plus résolus, les plus jeunes ou les plus hardis, ont pris leur destin en main. Ils ont assez vite quitté les camps pour voler de leurs propres ailes. Ils ont trouvé un emploi dans la région, ont rejoint un membre de leur famille ailleurs en France, ou sont partis à l'aventure. Dans le Nord, moi je ne connais pas le Nord. J'ai dit dans le Nord, tu ne veux pas y aller avec les autres, tu veux aller à part, tout ça avec ma femme, mon fils. Dès que je suis arrivé ici à Amiens, je ne connais personne. Je n'ai aucune personne. Quand je suis arrivé à la gare d'Amiens, j'avais 35 francs dans ma poche, avec ma femme et mon fils. 35 francs de l'époque. Hein. Personne ne vous a aidé? Personne. Hossein Bouzidi a d'abord travaillé en usine, puis il est devenu épicier ambulant. Aidé de son fils aîné, il vendait des fruits et légumes dans la banlieue d'Amiens en 1976. À l'époque, il vivait déjà avec sa famille à la briqueterie. Là, pas de barbelés ni de régime militaire, mais une suite de maisons réservées aux harkis, dans un secteur un peu excentré de la ville. En apparence, Hossein Bouzidi avait mieux réussi que d'autres son installation en France. Pour son fils, aujourd'hui âgé de 40 ans, la réalité est un peu différente. À l'origine, le quartier, si on avait voulu que les parents ou même d'autres familles s'intègrent, ce qu'il aurait fallu, c'était mettre une famille européenne, une autre à côté et au milieu pour pouvoir parler d'intégration. On nous a ramenés ici en 64. Qu'est-ce qu'il y avait autour de nous? Rien. C'était la campagne, les champs, les bois, des petites routes qui mènent jusqu'en ville. À part ça. Moi, quand on parle d'intégration, oui, je veux bien. Mais sous quelle forme? On est intégré. On a nos toxicomanes, on a nos alcooliques, on a nos médecins, maintenant. On a nos avocats. On a des commerçants. On s'est intégré. Après, dans quelle mesure, quand on nous rabâche ça à longueur d'année, intégrez-vous, intégrez-vous. Il est très facile de dire de s'intégrer, surtout quand on ne veut pas de nous, parfois. Je dirais la plupart qui ont mon âge, maintenant 40 ans, pour certains n'ont jamais travaillé. D'autres sont tombés dans la toxicomanie, d'autres dans l'alcoolologie. Et d'autres qui ont disparu suite à des problèmes, je dirais accidents de la route, etc. quoi. Et je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont vraiment sortis. Les seuls qui ont réussi à s'en sortir, c'est ceux qui ont, je dirais, été chercher du travail ou chercher à s'en sortir, mais autrement qu'en restant dans le quartier. S'en sortir, le maître mot. Et pour cela, l'école avait un rôle à jouer. C'était l'âge aussi qui voulait ça. Nous, on n'était pas trop conscients que l'école, c'était l'école de la chance, la chance de la réussite. C'est vrai que nous, en tant qu'aînés, on le vivait difficilement, le drame de nos parents, parce que quand on arrivait à la maison, il fallait lire les lettres, il fallait expliquer, il fallait traduire, il fallait écrire. C'était pas évident. Et vous avez eu des bons instituteurs? Oui, franchement, je pense que oui. Il n'y a pas eu de racisme. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Il y en a qui vous aidaient, qui avaient la volonté de vous aider? Non, mais ça se sentait. Puis ça se sentait. Et puis je pense que ça se faisait un peu naturellement. Il y avait aussi, une marque de compassion, ça se sentait. Ils avaient le sens des mots et qui faisait qu'on se sentait vraiment bien avec eux. Je pense que c'est important pour nous aussi. Parce que ça, c'est l'école de la République, c'est un bon moyen d'intégration. Heureusement qu'il y a cette école de la République. Je pense que c'est le meilleur moyen d'intégration, même à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis à nous et à différentes couches d'immigrés qui sont arrivés sur le sol français à les intégrer. Et vos enfants, ils ont fait de bonnes études? Oui, jusqu'à là, oui. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire l'aîné allait en DESS. En DESS? En DESS, oui. Bon, la deuxième, c'est la fille, elle est en licence des lettres modernes. Ben, le dernier, il vient de finir l'école sous-officier de Saint-Mexan. Il est dans l'armée de terre. C'est important pour vous? C'est un grand honneur. Ouais. Je crois que c'est un bon cadeau. « 40 ans ont passé. Quelle que soit leur place dans la société française, les harkis et leurs enfants restent pour la plupart prisonniers d'un carcan idéologique. Un carcan qui les presse de choisir entre deux rôles qu'ils ne veulent pas assumer. Celui de fidèles patriotes français ou celui de traître à l'Algérie indépendante. Les responsables, c'est les gouvernements de 62 et les pouvoirs politiques. C'est les responsables. Il y a eu leur part une lâcheté. Ils sont servis des hommes. Mon père n'a jamais été ni un collabo, ni autre. Il s'est battu aux côtés de la France pour défendre sa vie contre les méthodes de l'FLN. Parce qu'il était pour l'indépendance de l'Algérie. Il n'a jamais été contre l'indépendance de l'Algérie. Et vous? Moi, bon, le choix de mon père, j'approuve, mais c'est a été à faire. Moi, personnellement, si en 54, j'avais 20 ans, mais j'aurais fait ma guerre aux côtés de la FLN, mais une propre guerre, pour expulser l'envahisseur, mais pas pour tuer mes frères. Je connaissais des Algériens quand j'étais étudiante. La différence, il y en a forcément une. Il y en a forcément une, puisque de toute manière, nous, notre père s'est battu avec la France. Et donc, quand on parle de nous, souvent, on est des harkis, du moins. Souvent, on est qualifiés de... On est un peu entre le marteau et l'enclume, voilà, c'est ça, en fait. C'est que on se retrouve confrontés... en Algérie, on n'est pas chez nous, et en France, on n'est pas chez nous non plus. Moi, pour moi, ma propre identité, ce serait harki. Mais c'est sûr que bon, la différence qu'il y a entre nous les beurs, on dit c'est souvent les beurs sont assis entre deux chaises. Mais nous, on est dans le vide, on est dans le néant, il n'y a rien. On est oublié. On est un peuple qui est déraciné, c'est-à-dire que vous n'avez rien en bas et il n'y a rien en haut. Chacun vit comme il peut avec les meurtrissures de l'histoire. Pour poursuivre sans trop de dommages leur chemin, certains ont fait table rase du passé. On ne parle pas arabe. Mes enfants, ils ne connaissent pas un mot arabe. Tellement que je l'ai détesté l'Algérie. Même l'arabe, je ne parle pas. Hein. Vous parlez plus? Ah non, même quand on dispute, on se tape en français. Il n'y a pas d'arabe chez nous. Hein. Mange de porc. On s'en fout. On s'en fout. C'est fini pour vous? C'est fini. Je ne sais même pas s'il existe l'Algérie. Vous avez fait une croix là-dessus, ouais. Terminé. Ah ouais, terminé. Je considère comme un Français, je vis en France, c'est tout, un point final. L'Algérie, nous, il faut qu'on le considère comme un pays touristique maintenant. On est français, l'enracinement, il faut qu'on le fasse profondément en France. Avec nos enfants qui sont nés sur le sol français. Pour nous, on a toujours été français, donc point à la ligne. Vous voyez? Donc l'enracinement, il faut qu'il se fasse là. Il ne faut pas qu'on aille chercher des racines là-bas. Non, on n'a plus de racines là-bas. C'est fini. Les racines, tu les as quand même par naissance. Par naissance, tu es quand même obligé d'aller savoir où tu es né. Voilà. Oui. Peut-être que je suis français, ça, je le sais. Mais pour moi, enracinement, c'est là où la terre, où le légume par lui-même poussé, jette ses racines. J'ai poussé ici, moi, je n'ai pas poussé là-bas. Donc mes racines, il faut que je les envoie le plus profond ici. Hein. Pas les envoyer là. Excuse-moi, mais... Non, mais tu as raison. Mais moi, je suis bien dans mes bottes. Pour que chacun se situe vraiment, encore faudrait-il que des deux côtés de la Méditerranée, chaque peuple aujourd'hui regarde en face son histoire. Et là, un long chemin reste à parcourir. En Algérie, pas question de remettre en cause le mythe fondateur d'un peuple algérien uni tout entier dans la lutte contre le colonisateur. La preuve en a été donnée lors de la visite en France du président Bouteflika.
Les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de Harki, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. L'Algérie a depuis longtemps avec nous des relations très délicates. Alors il a eu cette phrase sur les harkis. Eh bien, je ne vous cache pas que cette phrase m'a choqué. Elle m'a choqué. C'est vrai. Les harkis sont des Français à part entière. Ils bénéficient à juste titre du respect et de la reconnaissance de la communauté nationale française. Ils ont par définition les mêmes droits, comme d'ailleurs les mêmes devoirs que tous les Français, et on ne peut pas les écarter. Je crois que ce qu'a fait Chirac à travers la reconnaissance nationale, et notamment la création d'une journée nationale en hommage aux harkis, c'est déjà un premier pas. C'est vrai, après 40 ans, un travail de mémoire a commencé. Commémoration, aide matérielle, mesures administratives sont à l'ordre du jour, mais est-ce suffisant? La France, terre d'asile et des droits de l'homme, ne devrait-elle pas surtout reconnaître devant l'histoire qu'en 1962, elle a contracté une dette d'honneur, celle de la confiance trahie envers ses harkis, qu'elle a accueillis à contre-cœur, ou qu'elle a abandonné lâchement à la merci du peuple algérien. Une telle reconnaissance ferait enfin des harkis des Français à part entière.